BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entreprise BFM, vous le savez, diffusée désormais en télé et en radio sur BFM Business, avec rediffusion de notre émission, bien sûr, première diffusion le samedi à midi et rediffusion le dimanche à 22h et le mardi à 14h. Et dans un instant, bien évidemment, toujours en compagnie d'Arnaud Le Gall. Bonjour Arnaud. Bonjour mon cher Philippe. Nous allons accueillir notre invité du week-end, qui est ce week-end Grégory Lecoent, le président de Virquin. Et puis bien sûr, l'agnac de la semaine dans cette première partie d'émission, il s'agira de Guillaume Lachenal, le président de Milibou. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Et je le disais, Arnaud, nous accueillons un invité entrepreneur, bien évidemment, une entreprise pas forcément connue du grand public, Virquin. Effectivement, notre invité de la semaine est le président de Virquin, une ETI industrielle, comme vous le disiez, pas forcément connue du grand public, mais c'est l'une de ces pépites cachées du tissu entrepreneurial français, comme on les adore. Exactement. Qui est leader, en fin de compte, sur le marché de l'équipement sanitaire, avec plusieurs marques pour l'univers de la salle de bain, mais aussi de la cuisine, pour faire très court. C'est une belle entreprise qui illustre en particulier la vitalité entrepreneuriale de la région nantaise, un peu plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1400 salariés et 30% de l'activité à l'étranger. Alors l'entreprise a été créée en 1977, pas par Grégory, parce qu'il n'avait que 5 ans à l'époque. Le premier bâtisseur de Virquin, c'était son père, Daniel Lecoent, qui est un pilier de la communauté des dirigeants de TI de la côte atlantique. Grégory, ingénieur au CNAM de formation, a rejoint Virquin en 2006. Il n'en a pris la présidence que récemment, dans une originale présidence tournante. On aura l'occasion de détailler cela avec son frère Gwenaël. Daniel Lecoent leur passant clairement les commandes, même s'il reste engagé dans l'entreprise sur le front de l'innovation, qui est l'un de ses dadas. C'est donc une belle histoire de gouvernance entrepreneuriale que l'on se réjouit de pouvoir partager en même temps que la success story de Virquin. Merci Arnaud, bonjour Grégory Lecoent. Bonjour Philippe, bonjour Arnaud. Bonjour. Avec cette belle description, il faut que nous racontiez en plus quand même comment vous êtes petit à petit rentré dans l'aventure. Est-ce que vous prévoyez de le faire quand, non pas à 5 ans, mais quand vous commencez à vous intéresser à votre avenir professionnel ? On est né dans l'entreprise, donc on ne s'est jamais trop posé la question jusqu'au moment de faire des études, choisir un diplôme, choisir une spécialité. On ne s'est pas trop posé cette question. De savoir si vous rejoindriez un jour l'entreprise ou non ? On ne s'est jamais posé cette question comme ça. On est né dans un entrepôt, dans un site de production. Aussi loin que mes souvenirs remontent. Les week-ends étaient dans les racks et on faisait des galeries dans les cartons et on s'amusait beaucoup. Donc pour nous, le milieu industriel, c'était pas une destination, on y était déjà. Maintenant, la question s'est posée quand j'avais une vingtaine d'années, qu'il a fallu choisir, un peu avant, un moment de choisir ma spécialité, savoir où m'emmèneraient ces spécialités. Et évidemment, la question de venir travailler dans l'entreprise s'est posée à ce moment-là. Je n'ai pas apporté de réponse. J'ai fait ma formation d'ingénieur parce que ça me semblait être Ça ouvrait différentes voies au cas où. Ça donnait le choix sur beaucoup de choses. Le Virquin, ça pouvait sembler assez évident. Ce n'était pas une obligation. À quel moment c'était un choix volontaire ? Ou pas d'ailleurs, est-ce qu'il était volontaire ? C'était un choix volontaire. À la fin de mes études, j'ai fait une formation en alternance chez Schneider. Donc pendant 5 ans, j'étais 6 mois en entreprise, 6 mois à l'école. D'accord. Ce qui m'a permis de savoir ce que c'était que l'entreprise, savoir ce que je voulais faire et pas faire. Donc à l'issue de cette formation, je suis allé voir mon père et je lui ai dit voilà, il y a ce que j'aime faire. J'aime bien le marketing, j'aime bien le commerce, j'aime bien la technique aussi. Parce que mes études m'ont apporté ça. Par contre, je ne me voyais pas dans un laboratoire jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, je lui ai proposé de commencer. Il m'a dit, apprends le commerce, c'est l'école de la... Dans l'entreprise. Si donc, tu viens chez nous, à quel âge ? Juste à la fin de mon diplôme d'ingénieur, donc je ne sais plus quel âge j'avais, mais ça, plus l'armée, en 96, donc je devais avoir 24 ans. Arnaud ? Oui, et je crois qu'effectivement, vous êtes passé chez Saint-Gobain, entre autres, et ensuite début dans des activités commerciales, effectivement, chez Virquin, et assez rapidement, ça vous a amené à l'international, qui est quand même quelque chose de structurant dans votre parcours et celui d'entreprise aussi, je crois. Alors en fait, j'ai commencé donc, ces 3 années de commerce chez Virquin, et je voulais aller voir à l'extérieur comment ça se passe dans une entreprise dont on n'est pas le fils du patron. Et par chance, un client dans mes échanges avec Saint-Gobain, donc pour la branche distribution, qui était un client de Virquin, Monsieur Bachir, qui était donc le patron de la région centre, est venu me voir, me dit si ça vous intéresse, on a un poste pour vous. J'ai sauté sur l'occasion, je suis allé voir le client de l'intérieur. Et j'ai découvert en même temps la structure internationale du groupe Saint-Gobain. Je faisais partie des
des jeunes talents, comme ils appellent ça dans leur organisation. Et j'ai pu voir la partie industrielle de Saint-Gobain, la partie distribution, les différents métiers qu'ils font. Et ça a été très formateur pour tout ce qui est vision de la structuration d'un grand groupe international. Je voyais toutes les strates de l'organisation, ce que Saint-Gobain avait mis en place depuis fort longtemps, et qui était très instructif. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, puisque vous l'évoquez vous-même, le fils du patron, justement, comment ça se passe quand on est... Parce que du coup, vous avez vécu après d'être le fils du patron dans l'entreprise familiale. Quelle différence y a-t-il ? Est-ce qu'il y en a une ? Il y en a beaucoup. Ouais, je pense que quand je suis arrivé, ma première semaine chez Saint-Gobain, je pense que j'étais attendu parce qu'on m'a dit ici, tu n'es pas le fils du patron. Pour moi, c'était le premier contact avec la réalité. Donc c'était intéressant, mais quand on est le fils du patron, on a forcément une pression supplémentaire. On nous attend en virage. Même si c'est les autres ou vous-même qui la mettez, il y en a un peu comme ici, on sait qu'on est regardé, donc on fait un petit peu attention, mais c'est une pression en plus. Et puis en même temps, c'est aussi une liberté d'action, une certaine liberté d'action, dans le sens où on peut mettre sa patte à l'organisation. Mais comment est-ce que l'on gagne sa légitimité, justement ? Comment est-ce qu'on évacue ce problème et à quel moment on l'évacue ? Combien de temps faut-il pour l'évacuer ? Ça faudrait demander à mes collègues. Peut-être que c'est pas encore fini. Ça se fait éventuellement, et évidemment, je pense à l'enchaînement des succès et des échecs, des différents dossiers. Des missions, des postes également dans l'entreprise que vous occupez. Oui. L'ambition de ces postes, le challenge que ça représente. Quand j'ai fait 2 expériences à l'extérieur, je suis revenu chez mon père en lui disant, voilà, je veux une expatriation. La société où je suis actuellement ne m'a pas proposé quelque chose de très intéressant. Où tu veux pendant 3 ans. Il m'a proposé plusieurs pays. Je dis la Russie, ça me semble quelque chose de challenging. Pas facile la Russie en plus comme pays, j'imagine. Non, c'était pas facile. Oui. En plus, c'était une toute nouvelle filiale, donc vous partez pratiquement from scratch. C'était la Russie des années 2006, justement, c'est de mémoire. Comment est-ce que vous avez abordé cette mission et quelle a été la lettre de mission précise que vous a donnée votre patron qui de surcroît était votre père ? Parce que j'imagine, connaissant bien Daniel Le Cohen, que lui il avait déjà une idée en tête qui était que ça serve en fin de compte de MBA pour un possible successeur. Exactement. Qu'est-ce qu'il vous a dit précisément, Daniel ? Il m'a pas dit grand-chose de plus que rajoute des zéros, comme il me le dit souvent. C'est un homme qui aime bien aller directement aux choses. Il est très direct et il m'a dit, voilà, il y a un challenge, c'est difficile parce que le pays est difficile, c'est difficile parce qu'on démarre, parce qu'il y a tout à faire. On a un directeur général sur place qui est quelqu'un de très, très compétent et très motivé, donc ça a beaucoup aidé évidemment, mais c'est toujours un pays... technique. C'était qui vos clients là-bas ? Il s'agissait de s'adresser directement à des constructeurs, effectivement, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'habitat, ou au contraire, c'était des articles qui étaient vendus, notamment dans les chaînes de grande distribution. On sait très bien que la galaxie Auchan, avec en particulier Leroy Merlin, est extrêmement puissante en Russie. Votre canal de distribution, il était où ? Alors, le groupe Virquin s'appuie sur 3 canaux de distribution. Le DIY, c'est le bricolage, c'est le canal historique, c'est par là qu'on a commencé. DIY pour do it yourself. Do it yourself, le en gros, magasin les de bricolage. grandes enseignes, Castorama, Leroy Merlin, etc. Et en Russie, avec le marché de la Dacia, c'est gigantesque. Exactement. Voilà. Le deuxième, c'est le réseau pro, qui est venu assez naturellement lorsqu'on a voulu équilibrer un petit peu nos positions. Et le troisième, ce sont les fabricants de céramique, tous les Kohler, les Roca, etc., qui fabriquent les cuvettes, à qui on fournit les abattants, les mécanismes en première monte et qui vendent au même réseau de distribution que nous, des packs complètement équipés. Donc le marché russe, dans les années 2006, c'est quelque chose qui n'est pas structuré. Les magasins de bricolage démarrent tout juste. Je crois que Leroy Merlin, c'est 2004. Castorama, c'est à peu près les mêmes périodes. Donc c'est amusant de voir des sociétés françaises arriver un peu en même temps que nous. Ça a été relativement simple avec eux, parce que le marché est difficile. Donc, Leroy Merlin, Castorama, connaissant Virquin connaissant le client, on s'est retrouvés naturellement. Je pense qu'on avait un intérêt mutuel à travailler ensemble. Et très vite, ce sont des réseaux qui ont pris beaucoup de parts de marché sur la Russie. Alors, je le disais tout à l'heure, cette dimension internationale, elle est structurante dans votre parcours autant que dans celui de l'entreprise. Vous passez quelques années en Russie, ensuite vous faites à nouveau, vous vous déplacez à nouveau, pas pour rentrer en France, vous partez en Chine. Oui, voilà. Oui. Alors, pas forcément plus facile d'ailleurs, à mon avis. Je pensais que la Russie c'était difficile jusqu'à ce que je vois la Chine. Et vous avez vu la Chine. Voilà. Alors, je voulais passer un message. Je tiens quand même à remercier ma femme qui a accepté de me suivre. Parce que, dans les deux aventures entrepreneuriales. Pardon ? Russie et Chine. Russie et Chine. Russie, elle avait dit 3 ans, pas plus. Et elle a été tentée par la Chine. Et elle ne regrette pas aujourd'hui. Mais pour en échanger beaucoup avec mes collègues expatriés à Hong Kong, ça reste les accompagnants qui font le sacrifice. Eux, ils n'ont pas forcément de travail sur place. Ils n'ont pas forcément de challenge intéressant. Et sans ça ne marche pas.
Vous êtes prêt, du coup, après la Chine, à prendre les rênes de l'entreprise ? C'était l'étape d'après ou pas ? Oui, ça s'est un peu fait comme ça et c'est effectivement très formateur. Comme disait mon père, le client, c'est ce qui forme. J'ai vu du client russe, j'ai vu du client chinois, j'ai vu l'administration russe et chinoise. Après ça, oui, effectivement, vous avez une carapace un petit peu plus... Pendant ce temps-là, votre frère Gwenaël faisait lui aussi ses armes sur le front de l'international. Lui, il était responsable des ventes en Europe. Alors, il a eu plusieurs casquettes, évidemment. Il a toujours été commerce marketing, c'est sa formation. Gwenaël a eu un diplôme je ne me souviens plus du nom du diplôme, mais c'était clairement marketing et commerce. Donc il a toujours fait du commerce dans l'entreprise. Il était responsable export, donc il traitait tous les pays lointains, ce qui est amusant parce qu'il a peur de l'avion. Donc ça faisait des situations cocasses. Et en 2012, il est parti suite à l'acquisition de la filiale anglaise, la société CMI qui a intégré le groupe dans ces années-là. Il est parti pour la gérer sur place. Alors cette présidence tournante, justement, parce que parce qu'il y a une phase préparatoire, 2010-2013, puis ensuite vous êtes rentré véritablement, vous avez fait votre apprentissage de dirigeant, et là c'est mis en place cette structure très particulière. Moi, la première fois que vous m'avez expliqué ça, j'étais assez incrédule en me disant comment est-ce que ça peut fonctionner, parce qu'en fin de compte, vous êtes non seulement 2, mais vous êtes 3, et ça tourne, et en même temps, vous n'êtes même pas basé en France. Donc racontez-nous comment ça se passe, la présidence de Virquin aujourd'hui. Qui est où et qui fait quoi ? Qui est où et qui fait quoi ? C'est une bonne question. Bon, tout le monde travaille, ça c'est la bonne nouvelle. Oui. On n'a certainement pas choisi la simplicité. Je pense qu'en termes d'organisation, il doit y avoir plus simple que ça. Maintenant, il faut voir l'objectif. L'objectif, c'est qu'un groupe international, ça ne se pilote pas que d'un siège avec la moquette épaisse. Vous voyez ce que je veux dire ? La vraie vie, elle ne se passe pas au siège. Surtout dans les ETI. Voilà. Oui, exactement. On n'a pas trop de place à l'erreur. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc, prendre des décisions, c'est facile. Convaincre nos équipes au siège qu'il faut prendre ces décisions, aller dans cette direction, c'est assez facile aussi. On parle de cet objet que vous venez de quasiment détruire tout à l'heure. Il n'est pas encore cassé. C'est assez simple. Par contre, quand il faut prendre cette décision, cette stratégie qu'on souhaite mettre en place, la traduire en 10 langues et l'implémenter dans 10 filiales, dont 6 sont à plus de 4 heures d'avion, c'est beaucoup plus compliqué. Et même avec de la bonne volonté, vous vous rendez compte que pour 1000 raisons, de culture, de langue, etc. Ça ne se passe pas forcément comme vous voudriez que ça se passe. Et donc concrètement, comment ça se passe ? Parce que vous êtes toujours basé en Asie, votre frère est basé en Grande-Bretagne. Donc Castor. Il y a un dirigeant, effectivement un directeur général qui lui est basé en France, qui fait donc tourner la boutique. Comment tout ça fonctionne-t-il ? Parce que encore une fois, pour depuis quelques années vivre au contact des dirigeants d'entreprise, une gouvernance comme celle-ci est opérationnelle et même en termes de philosophie avec la présidence tournante, j'en ai pas vu beaucoup. Donc racontez-nous. Alors, une présidence tournante, c'est vrai que c'est là aussi, c'est peut-être une complication. Bon, il se trouve qu'on est 2, 3 avec notre frère Anthony, qui lui est basé en Suisse, qui est un sleeping partner. On est 2, donc c'est un fait à prendre en compte, on ne peut pas l'ignorer. On a tous les 2 des compétences complémentaires. Moi, plutôt technique, Gwenaël, plutôt commerce marketing. Donc, ce serait de faire un choix entre nous 2. Ce serait aussi de dire, on va vers la technique ou vers le commerce marketing. Mais il y aurait forcément un pan qui serait un peu moins bien traité du coup. Donc, on a trouvé cette idée d'alternance intéressante. Est-ce qu'elle est idéale ? Sans doute pas. On trouvera certainement mieux. Alternance comment, c'est-à-dire ? Alternance, c'est d'année en année. Tous les ans. Tous les ans. Vous avez dit que j'étais président, mais je suis vice-président cette année. Vice-président c'est mon frère qui est président. En fait, personne ne sait jamais qui est président et tout le monde s'en fiche, j'imagine. C'est pas très grave au final. Oui. Voilà. Pour autant, c'est intéressant parce que c'est quand même assez rare. Et dans les présidences, même entre frères, il peut se créer des problèmes d'ego, des problèmes de pouvoir, etc. Ça n'a pas été ça. Non, on ne vit pas dans un monde parfait. Vous avez une petite périctus quand même, vous avez un petit... Exactement. Chez les Lecouen, on a de la personnalité, vous savez. Oui, on est un peu des sanguins chez nous, donc il arrive qu'on se dise qu'on pense, y compris au président. Est-ce que le président a plus d'autorité quand il est président sur le frère non président ? Oui, c'est-à-dire que si vraiment il y a un désaccord, c'est celui qui... C'est la règle des jeux ? Je suis président, j'ai plus de pouvoir ? C'est la règle du jeu. Sanguin mais légitimiste. Voilà, c'est ça. C'est bien. Quand même un petit peu. On essaye de convaincre, effectivement. Le discours est toujours mieux à des arguments, on va dire, mais le fait d'être 3 avec Jean-Marc Feltin, notre directeur général, ça fait aussi quelque part une majorité assez simple. Mais lui prend également la présidence ou pas du tout ? Il n'a pas encore été président. Mais il pourrait. Ça n'a pas été abordé. En fait, de 2013 à 2016, c'est lui qui pilotait les équipes du comité de direction.
Et 2016, on a modifié l'organisation. Juste, Grégory Cohen, il y a un autre élément qu'on aime bien évoquer quand on reprend une entreprise familiale, c'est comment se passe le départ du père, ou de la mère, ou du fondateur en tout cas. À quel moment se retire-t-il ? Quel départ ? Voilà, on a notre réponse, Arnaud. Voilà. On a notre réponse. Il va m'écouter, moi, j'ai vu les deux récemment à Nantes. Moi, je ne sais pas, il est toujours là. Bien sûr qu'il est toujours là. D'accord. Non, et puis mon père, c'est un pilier de la société, c'est son bébé, donc on coupe pas le cordon comme ça. Alors, je veux dire le retrait progressif. Oui, mais pour le connaître depuis longtemps, on a beaucoup parlé de cela, et il me dit très clairement, moi maintenant, je me concentre sur l'innovation. Voilà. En 2013, on lui a proposé. En fait, en 2010, on est rentré dans le comité de direction. Et puis, on s'est rendu compte que ça marchait pas trop. Chacun s'attendait un petit peu. Donc, en 2013, on lui a proposé. On a dit voilà, qu'est-ce que toi tu veux faire ? Et on savait bien que c'était le produit qui l'intéresse, la créativité, ce genre de petit bébé qui aime bien. Dans un instant ce que c'est là, parce que vous aime bien nous venir et nous surprendre. Oui. C'est une valeur ajoutée dans le groupe. On n'a aucun intérêt aujourd'hui à dire le plus grand créateur de l'entreprise, on le met sur la touche. Mais en restant là, il a réussi à vous donner les rênes de l'entreprise, au plan stratégique, au plan commercial, au plan marketing. Je le remercie parce que c'est certainement pas quelque chose de facile à faire, mais ça me servira d'exemple. Pour nous, quand nous-mêmes devrons passer là, il a joué le jeu de façon incroyable. Vous êtes venu, pardonnez-moi Arnaud, avec ce produit, c'est pour nous montrer quoi en fait ? Qu'est-ce que c'est d'abord, parce que nos auditeurs ne pourront pas l'entendre en radio. Non, de quoi s'agit-il et pourquoi nous le montrer aujourd'hui ? C'est une innovation de rupture forte chez Virkin ? Ça, c'est d'abord, ça s'appelle le Nano, parce que c'est un petit produit, et c'est une bombe de lavabo. Une bombe de lavabo, qui est très chic. C'est un produit haut de gamme qu'on a voulu haut de gamme. Et haut de gamme pour les auditeurs, ça parle peut-être pas beaucoup. Parce qu'on est vraiment dans une bombe de lavabo, on se dit qu'est-ce que c'est que le haut de gamme, effectivement. Exactement. On la voit pas par définition. Et high-tech, parce que en plus, il y a deux choses. Il y a trois choses. Il y a l'acheteur, il y a celui qui va le poser, l'installateur, et il y a l'utilisateur. L'acheteur, on lui propose un discours différent. L'installateur, on lui propose un produit qui va venir s'adapter à l'angle de sortie du tube. Qui est simple. Un écrou sur lequel j'ai plus besoin de forcer, il se lock automatiquement, je sais que j'ai bien serré, l'installateur est rassuré. Et l'utilisateur qui vient nettoyer son siphon par le dessus, donc il n'a plus besoin d'aller sous le lavabo, déboucher, mettre de l'eau partout et mettre les mains dans quelque chose de sale. Vous lavez votre siphon dans l'évier, dans le lavabo. C'est ça la force de Virkin, c'est la capacité à créer des produits de cette nature, innovants, différents. On se dit, honnêtement, se dire qu'il y a de l'innovation dans ce type de produit, on est étonné. Exactement. C'est de la tech, mais toujours centrée sur l'expérience client. Oui. Voilà, parce que Daniel Lecointe nous a parlé justement du moment où il a conçu ça, c'était vraiment ancré dans la réalité quotidienne. Quoi. Quand vous avez effectivement, il y avait ça, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Et encore une fois, c'est la loi d'airain du business. Commencez par regarder dans votre vie et autour de vous des choses, des besoins auxquels on n'a pas encore apporté de réponse convaincante. Ben voilà une. Alors, où va Virkin ? Il nous reste un peu plus de 3 minutes, parce qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses. Apparemment, on a vu qu'il y a de la croissance externe, l'Angleterre, il y a de la croissance dans le monde entier, vous êtes basé en Asie, il y a de l'ambition mondiale, c'est une véritable TI française. Vous avez envie de l'amener où, votre frère et vous ? Et bien sûr, votre père avec vous. Je vais vous faire gagner 2 minutes 30, on va rajouter un zéro et... Comme votre père, ça le virus est passé, vous avez le virus. Non, à part les zéros. Même en même temps, alors, les zéros, ça nous amène où et quand ? Dans le business plan ? Ce qu'on veut, c'est se faire plaisir. Ah, ça c'est une bonne réponse en matière de zéro. Pas mal. Oui. On s'éclate dans ce qu'on fait et c'est paradoxalement avec un produit technique caché sous la baignoire, on arrive à s'éclater. C'est une expérience humaine. J'espère que nos équipes en profitent autant que nous. On a une boîte qui marche. Il y a de la croissance externe à faire encore ? On a beaucoup de croissance externe. On a plusieurs centaines de sociétés concurrentes qui sont potentiellement des cibles qu'on a identifiées. C'est un marché, le sanitaire, qui est très atomisé et local. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une dimension sur laquelle on est passé très vite, ça reste une TI industrielle, ça reste de l'industrie en France. Oui. Voilà. Oui. Et donc, c'est une bonne question, parce qu'on s'est posé plusieurs fois cette question de stratégie long terme. Est-ce qu'on veut faire un Apple du sanitaire et externaliser nos usines, sous-traiter ? On maintient que... on est convaincu, ça c'est très personnel, mais on est convaincu que si vous maîtrisez votre industrie, c'est mieux pour développer votre propre créativité. Il vaut mieux le faire par soi-même. Ce qu'on fait soi-même, généralement, on le fait mieux que ce qu'on donne à sous-traiter à un externe. Et on aime bien être maître de notre outil. Quoi. Vous évoquez Apple, je vais vous demander si les objets connectés vont se répandre dans le métier du sanitaire ou pas. J'imagine que oui, d'une manière ou d'une autre. Oui, il y a des projets là-dessus. On a quelques projets sur le feu, alors je ne peux pas trop en parler parce que c'est encore... A priori, je réfléchis, je me dis quand même, qu'est-ce qui pourrait être connecté dans un objet connecté, une bande de fond, d'une douche ou d'un... C'est passionnant, mais je suis sûr qu'il va se passer des trucs. Dans le monde de la salle de bain et de la cuisine, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'objets. L'Internet des objets va être très présent. L'économie d'eau, à la santé, il y a beaucoup. Oui, la mesure de la consommation, les alertes sur peut-être une série de choses. Ça va se faire, c'est en train de se faire et on a des choses très intéressantes. Vous observez le monde entier là-dessus ? Il y a des choses intéressantes ?
On a une équipe de veille au marketing. Pour l'instant, c'est relativement timide. On voit que ça prend forme, mais sous différents aspects. D'ailleurs, pas forcément par des gens du sanitaire. Il y a des gens qui sont en train de travailler la santé dans la salle de bain et qui se rapprochent de nous pour nous poser des questions sur les produits sanitaires, les appareils sanitaires eux-mêmes, et voir comment on peut joindre ces deux univers. Mais oui, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire. On n'a évoqué aucune difficulté quasiment sur le parcours. C'est normal ou bien vous nous les avez cachés? Il me semblait avoir parlé de la Russie et de la Chine. Oui, bon, c'était compliqué. J'avais des cheveux en y allant. Oui, mais alors c'est peut-être ça la difficulté, mais on sait que ce sont des marchés compliqués, mais on n'a pas le sentiment qu'il y a eu vraiment des moments difficiles dans ce très beau parcours que vous avez vécu chez Virkin. Si. Alors, je pensais à ça en venant, le fait d'être deux, ça évite la solitude du patron. C'est-à-dire qu'on est comme tout le monde, on prend des gamelles, on fait des tests et puis ça marche pas. Mais le fait d'être deux, même trois avec notre directeur général, on s'appuie sur l'épaule de l'autre, on parle un peu et ça va mieux, quoi. Merci beaucoup Grégory Lecohent. Je rappelle que vous êtes, je vais maintenant me rattraper, vice-président de Virkin. Place à la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Et la niaque de la semaine, Arnaud, c'est Guillaume Lachenal, le président fondateur de Milibou. Effectivement, notre niaque de la semaine est un e-marchand, un pure player du web, spécialiste en particulier de la vente en ligne de meubles design. Alors Guillaume Lachenal a lancé Milibou en 2007, mais c'est un serial entrepreneur. Je crois que ça fait une vingtaine d'années qu'en fin de compte, vous créez et développez ainsi des entreprises. Milibou, c'est une belle aventure qui pèse déjà 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais son dirigeant et sa cinquantaine de salariés ont l'ambition d'aller bien plus loin, et c'est entre autres ce qu'on va pouvoir découvrir maintenant. Merci Arnaud, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Milibou est venu comment cette idée? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de sites formidables qui font un peu ce que vous faites. Vous êtes un des leaders de ce métier, en tout cas en France. Comment est venue cette idée? En 2007 en plus. En 2007, elle est venue bêtement. Moi, j'ai travaillé déjà dans la techno. J'ai travaillé dans la techno toute ma vie avant de faire du meuble. Ouais. La techno avant le meuble. Ouais, dans différents secteurs, mais notamment dans l'Internet. Ouais. Et j'ai voulu naturellement acheter les meubles de ma maison que je venais d'acheter, et je suis allé sur Internet et il n'y avait rien. Et voilà, toujours pareil, les besoins non satisfaits. À chaque besoin non satisfait, une opportunité de business. En fait. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit quels sont les atouts qu'il faut pour percer sur Internet. Je me suis dit il faut bien connaître le marketing, il faut bien connaître la technique, et somme toute le produit est peut-être un peu secondaire. Alors, évidemment, je ne connaissais pas grand-chose aux meubles. Donc on a démarré comme ça. Mais en je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai par la suite. En l'occurrence, la lacune, elle était sur le produit. Elle était sur le produit. Oui. Et je n'ai pas appris Internet ou je n'ai pas appris le e-marketing pour cette entreprise, mais j'ai appris le meuble. Comment on s'y prend? Alors quand on démarre en 2007, il faut trouver les fournisseurs, des artistes, des designers, au-delà même de recruter des clients, il faut une offre justement. On s'y prend dans la douleur. Alors racontez-nous, on aime les aventures douloureuses ici, on adore les aventures douloureuses. L'idée de base était d'emblée d'enlever les intermédiaires, c'est-à-dire on va acheter directement aux usines et on vend directement aux consommateurs. Oui. Et il n'y a pas de secret, l'idée était quand même de garder la marge au sein d'une même structure. Bien sûr. Parce que la chaîne du meuble était un peu compliquée. Il y avait des usines, des importateurs, des exportateurs, des grossistes, des distributeurs. Enfin, il y a beaucoup de gens dans ce métier-là. On va directement dans des productions à l'étranger. C'est ça, on va chercher sur les sites de production, on dessine nos produits pour ne pas avoir une offre qu'on retrouve partout chez les autres acteurs et avec laquelle on a une concurrence des prix forts. Donc on doit trouver des talents. Donc on doit trouver des idées et les mettre en œuvre. Oui, des tendances. Les tendances. Et voilà comment on est Milibou en 2007. D'abord avec 2-3 produits, puis petit à petit le catalogue s'étoffe pour dépasser les 2500 références aujourd'hui. Alors derrière, à chaque fois qu'on est sur une activité comme celle-ci, il y a un vrai défi en termes de logistique aussi. Alors comment est-ce qu'on s'improvise comme ça, ou comment est-ce qu'on devient logisticien? Alors en fait, moi j'avais à l'époque une autre société quand j'ai lancé Milibou qui faisait de l'informatique. Donc on avait de très gros stocks de pièces informatiques et donc une logistique très précise. Chaque pièce était gérée par numéro de série, avec une gestion d'emplacement par numéro de série, une traçabilité sur toute la chaîne. Et quand j'ai créé Milibou, j'ai repris ce système-là et je l'ai adapté aux meubles. Donc aujourd'hui, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que chacun des meubles Milibou a un numéro de série unique, une traçabilité complète. Je sais dans quelle usine, quel est le contrôleur qualité qui l'a vérifié, sur quelle palette il est, dans quel camion il est. Et si vous l'avez chez vous depuis 2 ans, je sais quelle est exactement la version du produit que vous avez acheté. Alors, la déco, c'est une passion française, le design aussi, mais ça veut dire qu'il y a un très fort degré d'exigence, j'imagine, de votre clientèle. Oui. Voilà, donc il y a un gros enjeu aussi en termes de relations clients. Comment est-ce qu'on se structure, justement, pour faire face à de telles attentes? Alors, ce qui est difficile avec Internet, c'est qu'il faut être bon partout. Il faut être bon sur le produit, il faut être bon sur la livraison, il faut être bon sur le service client, il y a 0 droit à l'erreur. Donc, je pense que la première des choses, c'est de mettre un maximum d'humain au sein de votre entreprise. C'est pas parce qu'on vend en ligne qu'il faut enlever l'humain. Au contraire, on doit en mettre encore plus
que dans un magasin traditionnel. L'exécution, elle passe par tous, justement, les maillons de la chaîne de la relation client. Sachant que Miliboo n'a pas de magasin. Alors si on a un premier magasin qui est un magasin connecté à Paris, rue Réaumur, et on est en train d'ouvrir un deuxième magasin à Lyon. Les usines sont en Chine ? Un peu partout. On a une partie de nos usines en Chine, bien sûr, mais pas que, un peu partout en Asie, Europe de l'Est. Comment on anticipe les tendances ? Comment est-ce qu'on sait produire ce qu'il faut, ou alors est-ce que vous ne produisez que lorsque le client a consommé ? Ou est-ce que vous travaillez avec des cabinets de tendance ? Je complète. Oui, bien sûr. Alors on va chercher un petit peu les tendances, mais nous on a un regard sur le meuble qui est un petit peu atypique. Je pense qu'il est resté dans l'ADN de l'entreprise différentes choses. La techno, on a des meubles très techniques parfois. Vous avez peut-être vu la sortie là dans les prochaines semaines du miroir connecté qui embarque beaucoup de technologies. Mais on essaie de regarder cet œil un petit peu neuf qui est de dire ok, notre consommateur il a beaucoup changé au sein des dernières années et son comportement dans son habitation a changé aussi. Il faut peut-être qu'on repense un peu nos meubles pour en faire des meubles plus pratiques, plus adaptés. Bien sûr, il faut qu'ils soient esthétiques. Donc, il faut qu'on colle aux tendances et c'est un challenge permanent. Est-ce qu'on peut être une boîte mondiale dans le meuble ? Alors, je pense à Ikea, évidemment, la réponse est oui, mais est-ce que l'on peut le devenir à partir de la France ou est-ce qu'il y a des goûts spécifiques sur le marché français dans l'ameublement ? Et peut-être êtes-vous déjà une entreprise internationale en termes de clientèle, je ne sais pas. Alors nous, on est déjà international, puisqu'on fait presque 20% de notre chiffre d'affaires en Europe. Alors on a ouvert un test aux États-Unis pour essayer de mesurer un peu l'appétence sur nos produits sur ce marché. On se rend compte quand même que les goûts sont très différents. L'Amérique est très différente. Ouais, très différente, l'Angleterre est très différente. Oui. Sur le meuble, il me semble qu'il y a des grands enjeux culturels sur le meuble, non ? Absolument. Et même l'Italie, l'Espagne, qu'on pourrait croire très très proche de nos styles, en fait, il y a un fort décalage entre ce qui peut plaire en France et ce qui peut plaire en Italie. Donc on est en permanence en train d'adapter nos offres sur ces différents. Donc vous avez des gammes pour ces pays-là ? Vous arrivez à développer des gammes plus spécifiques ? Pas aujourd'hui des gammes pour ces pays-là. Notre force, c'est d'essayer d'exploiter au mieux notre catalogue de produits. Par contre, on a des mises en avant et des opérations qui sont différentes suivant les types de clients, produits. du marketing, effectivement, très adapté effectivement, à chaque clientèle. Les prochaines étapes du développement, les prochaines ambitions ? On est en train d'ouvrir l'Allemagne. Le site a ouvert il y a quelques jours. Et l'idée est de continuer de se développer en Europe et d'asseoir notre position sur l'Europe. Avec des rachats, avec de la croissance externe ou pas ? Ou est-ce que c'est difficile dans un métier comme le vôtre ? C'est difficile. C'est peut-être intéressant, mais on se rend compte qu'on a une capacité de croissance interne très très forte sur la France par exemple. Autant se concentrer sur elle. Autant se concentrer sur elle. Après, sur l'acquisition de nouveaux marchés sur certains pays, pourquoi pas, mais il faut que l'opportunité se présente. Réponse oui non, c'est la plus belle de vos aventures jusqu'à présent ? Ah oui. L'œil voilà, le sourire du tout. Merci beaucoup Guillaume Lachenal. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Miliboo. Quant à nous, on marque une pause sur BFM Business et on se retrouve juste après la pause pour Entreprise et Capital. Restez avec nous sur BFM Business, à tout de suite. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.